19h30, c'est l'heure de la principale édition d'information sur TVS. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Depuis l'avènement des réseaux sociaux, le constat effectué est que certaines personnes n'utilisent plus le téléphone portable pour faire bon usage, mais pour faire tout simplement l'utiliser comme moyen de transaction. C'est ce qui ressort ici du reportage signé Othman Aldo Mabunda. Bien que le téléphone portable soit un outil de communication permettant aux personnes éloignées de toujours être en contact, n'en demeure pas moins que l'usage de cet outil présente d'énormes problématiques, parmi lesquelles l'entretien des relations extra-conjugales, entraînant ainsi l'infidélité de plusieurs couples, allant parfois à la rupture. En marge de cela, nous pouvons noter la délinquance juvénile. En effet, les jeunes s'approprient cet appareil pour en faire un mauvais usage, en accédant facilement à des sites qui poussent parfois au vagabondage sexuel. Depuis l'avènement des réseaux sociaux, à savoir entre autres WhatsApp, Facebook, Twitter, on constate que certains élèves s'intéressent moins à l'école. Ils sont en effet nombreux, ces élèves qui passent leur temps avec leurs amis sur des réseaux sociaux à l'aide de leur téléphone portable ou tablette. De l'éducation de certains enfants dans des familles, parce qu'il y a des parents aussi de nos jours, puisque la technologie a évolué et la génération a changé. La génération d'aujourd'hui, tu vas voir un enfant de 12 ans, franchement, quand il possède un téléphone, qu'est-ce qu'il va émettre comme signal, qu'est-ce qu'il va donner, si ce n'est qu'on voit des vidéos pornographiques, c'est ce qui est dommage. Bon, on va faire commencer la génération de... Le marché est là, tu vas voir par exemple des familles aisées qui peuvent décider d'acheter leur enfant de 12 ans. Il n'y a pas de solution, on va faire comment? C'est ça, on subit. Le problème n'est pas le fait de... Au fait, ça dépend dans quel contexte tu es. Parce qu'aujourd'hui, nos portables, Facebook, WhatsApp, peut permettre à beaucoup de choses. Ça peut permettre, si tu es en crise, ça peut permettre de partager facilement la parole de Dieu. Bon, aujourd'hui, aujourd'hui, les jeunes, certains prennent ça pour faire la procession, d'autres prennent ça pour faire des groupes de beaucoup de choses. Mais sinon, c'est méchant. En somme, ne faut-il pas miser sur la sensibilisation des jeunes pour éviter les conséquences qui peuvent découler des mauvais usages du téléphone? Le téléphone en lui-même n'est pas une source de problème. Autant il procure bonheur et satisfaction, autant il peut être source de malheur et tristesse si on l'utilise mal en tout lieu et en tout temps. Les Gabonais nés en province se demandent pourquoi le coût de demande d'extrait de casier judiciaire pour ceux nés dans la capitale se lève à un coût très élevé. Et pourquoi à un coût très élevé? Et pour ceux-là qui sont nés ici à la capitale, c'est moins coûteux. Alors, élément de réponse dans ce reportage signé Fouti Boulenga. Pire, assez égoïste pour ne pas reconnaître que le Gabon des services est le pilier du plan stratégique Gabon émergent qui nourrit l'espoir que le Gabon sera dit émergent à l'horizon 2025, conformément au travail remarquable abattu par le gouvernement de la République. Mais un Gabon dit émergent qui sera remis inéluctablement en cause par les clients du service public si les services administratifs ne sont pas informatisés pour non seulement réduire le coût de certains documents administratifs, mais surtout pour faciliter leur délivrance où que l'on soit sur l'étendue du territoire. Pour le cas d'espèce, parlons des conditions d'établissement et de délivrance du casier judiciaire au tribunal de Libreville pour ces Gabonais nés en province. En effet, lorsque ce n'est pas la longue durée qui pose problème, soit au moins une semaine, sauf cas express, c'est le coût estimé trop élevé allant de 3 000 francs CFA dans la province où vous y êtes né à 10 000 francs CFA, sinon 15 000 francs CFA cas express. S'interrogeant sur la question, est loin de nous l'idée de jeter l'anathème sur la main-d'œuvre du service public, notre rédaction serait tentée d'accuser la non-informatisation des services y afférents et la difficulté d'accès à Internet à l'intérieur du pays pour connecter ces différents services comme si tous se trouvaient à Libreville, car là est le miracle numérique en ce 21e siècle. Risquons-nous de penser qu'il n'y a pas trois types de Gabonais, quoique certains sont nés en province, d'autres à l'étranger, et que les privilégiés seraient ceux qui sont nés à Libreville et qui, de ce fait, bénéficieraient du casier judiciaire à 1 500 francs CFA, voire 5 000 francs CFA pour les cas express. Nous pensons qu'une fois les services numérisés et connectés, les demandes des casiers judiciaires pourraient se faire en ligne ou en présentiel.
mais surtout en coût étant réduit pour tous les demandeurs. Pour ses compatriotes nés en province, cette situation reflète un poids à deux mesures. Rien à voir avec ce qui précède. La Confédération des artisans et petites entreprises du Gabon a clôturé sa série d'installations des présidents des fédérations par branche des métiers. Au total, 11 présidents composent cette organisation qui lutte également pour la promotion de l'artisan gabonais. Les précisions avec Pierre Parfait Badikoumba. Sous l'impulsion du ministère des PME, c'est au total 11 fédérations par branche de métier qui composent désormais la CAPEG, Confédération des artisans et petites entreprises du Gabon. Un nombre totalisé au terme d'une série de cérémonies officielles d'installation par le président de la CAPEG, Judikaël Ngwamassana. Aux 6 fédérations existantes se sont ajoutées la Fédération des artisans pour soins corporels, Fédération d'art et décoration, Fédération de la poterie et de la céramique, Fédération du textile et Fédération des artisans d'installation, maintenance, entretien et de l'image. Nous sommes en train de mettre en place toutes les fédérations par corps des métiers. Et il y en avait 11. Le gouvernement avait installé peu dernièrement en 2017 la Confédération des artisans et petites entreprises du Gabon. Et cette confédération avait pour mission de mettre en place des fédérations qui doivent la constituer par la suite. Donc c'est ce travail que la CAPEG vient de finaliser. Et aujourd'hui, nous sommes l'artisanat gabonais et la petite entreprise est forte de 11 fédérations. Alors, l'objectif... À partir de ces installations, les choses de manière formelle devraient commencer pour ces acteurs du secteur de l'artisanat et des petits métiers. Une organisation qui intervient au moment où le gouvernement gabonais ambitionne la création d'une chambre des métiers. Un cadre de renforcement et de valorisation de l'identité du secteur des métiers de l'artisanat. Les difficultés revenaient à eu un manque de prise en charge. Il faut dire que déjà dans la conscience des Gabonais et tous ceux qui vivent au Gabon, avoir des petits métiers, comme on le dit souvent dans le français courant, se revenait à avoir une activité qui est donc banalisable et non rémunérable. Or, aujourd'hui, il y a la chambre des métiers qui doit être mise en place dans les prochains jours. Et c'est justement ces jeunes Gabonais et jeunes Gabonaises qui doivent animer la chambre des métiers. Et donc, aujourd'hui, on a une meilleure prise en charge de ces personnes-là qui devront maintenant prendre leur activité beaucoup. Le secteur de l'artisanat et des petits métiers a toujours été miné par de nombreuses difficultés, comme en témoigne Estelle Ngomo, styliste modéliste. Les difficultés sont énormes, hein. Les difficultés sont immenses. Alors mon rôle sera d'organiser tous les petits soucis que nous avons observés depuis là en matière de couture. Déjà sur le terrain, nous n'avions pas de couturiers gabonais. On ne sait pas exactement où vont les élèves formés par des écoles de mode. Donc il y a déjà cet handicap-là. Et les expatriés qui sont sur le marché nous causent exactement beaucoup de problèmes. Nous sommes obligés parfois de payer des salaires de 400 000. C'est quand même un peu abusif. Et puis le secteur de la friperie qui n'est pas très bien organisé, d'accord ? Nous allons donc voir tous ces petits soucis-là et remettre un peu les choses en... Ce grand pas dans la bonne direction intervient dans un contexte de promulgation de la loi d'orientation sur l'artisanat qui avait été adoptée au Sénat. La CAPEG est chargée de défendre les droits et les intérêts des artisans à gabonais. Parlons à présent de politique dans cette édition d'information avec ce point de presse tenu ce jour par le président du Parti social-démocrate de Pierre-Claver Maranga à Moussavou qui a rendu public le nombre des candidats qui devront défendre les couleurs de cette formation politique, un choix qui s'ouvre largement à la gente féminine. Un extrait de cette communication au micro d'Arnaud Mbabekoum face à la caméra de Yasser Nicolandon. C'est pour cette raison que, à commencer par la province de l'Estuaire, nous avons 5 dames qui vont compétir et qui ne sont pas, à mon avis, les moins bien placées.
Dans l'Angounier, 5 dames également. L'Angounier. Le Wellington, nous avons aussi 2 dames. En politique, nous y restons. La pensée populaire, sinon d'un grand homme d'État américain, selon que l'Afrique ne pourra se développer qu'avec des grandes institutions en lieu et place des grands hommes, trouve son sens dans l'action du président malgache qui a démissionné parce qu'il brigue un autre mandat présidentiel à l'élection du 7 novembre prochain. Les précisions avec Fouti Boulanga. Doit-on accorder au président de Madagascar le bénéfice du doute suite à sa volonté de ne pas être jugé parti dans le processus de l'élection présidentielle du 7 novembre prochain pour laquelle il brigue un second mandat? En effet, contrairement à certains chefs d'État africains qui restent en poste lors des scrutins électoraux pour lesquels ils se portent candidat, Eri Rajaonari Mampianina, qui ne veut pas utiliser les biens de l'État pour sa campagne, a jugé utile de respecter la constitution malgache en démissionnant le vendredi 7 septembre dernier. Orchestré de main de maître par la haute cour constitutionnelle qui se veut impartiale, l'intérim est actuellement assuré par le président du Sénat, et ce jusqu'au 9 janvier 2019 au moins, jour de la proclamation des résultats du second tour. Toutefois, le président du Sénat assurant l'intérim, Rivo Rakotovao, a été à plusieurs reprises ministre pendant son mandat. Lui aussi rassure à son tour de son impartialité durant cette élection, sous le regard rassuré de la communauté internationale. Toujours en politique, mais cette fois-ci du côté de la Mauritanie, le parti au pouvoir devance largement les islamistes et l'opposition radicale au premier tour des élections législatives, régionales et municipales du 1er septembre, selon les résultats divulgués par la commission électorale. Les précisions avec nos confrères de la presse internationale. L'attente aura duré une semaine. Devant la presse, le président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, annonce les résultats des élections du 1er septembre dernier. Et il y a un grand vainqueur, c'est le parti au pouvoir. Une victoire tout d'abord à l'Assemblée nationale. 157 sièges de députés étaient en jeu, et sur les 131 remportés dès le premier tour, 67 reviennent dans son escarcelle. C'est plus de la moitié, de quoi envisager l'obtention de la majorité absolue. Le parti islamiste Tewassoul arrive lui loin derrière avec seulement 14 sièges. L'opposition radicale est elle aussi reléguée à bonne distance. Une emprise du parti au pouvoir qui se confirme au plan régional et municipal. Déjà 4 conseils régionaux remportés sur 13 et 108 communes sur les 219 que compte la Mauritanie. Le raz-de-marée devrait se confirmer lors du second tour. Il est prévu samedi prochain. Reste à savoir si autant de Mauritaniens se rendront aux urnes. Samedi dernier, près de 3 électeurs sur 4 sont allés voter. En Hongrie, le Parlement européen qui a entendu mardi le Premier ministre hongrois Viktor Orbán dans le cadre de la procédure de l'article 7 sur la violation des valeurs européennes doit se prononcer sur l'éventuelle sanction contre la Budapest. Les précisions une fois de plus avec nos confrères de la presse internationale. Il est venu en personne pour se défendre devant les députés européens. Viktor Orbán maintient que la Hongrie ne viole pas les valeurs de l'UE et qu'il est victime d'une tentative de chantage. Depuis que le Premier ministre hongrois est revenu au pouvoir en 2010, le Parlement lui reproche notamment de limiter les libertés individuelles et les conditions d'exercice des ONG, le mauvais traitement des migrants ou encore le manque d'indépendance de la justice. Viktor Orbán balaie ces accusations. La Hongrie ne cédera pas au chantage. La Hongrie défendra ses frontières, stoppera l'immigration illégale et défendra ses droits et si nécessaire contre vous également. Le vote du Parlement se tiendra ce mercredi. Si la procédure de sanction est adoptée, la Hongrie pourrait perdre son droit de vote dans les instances européennes. De retour à Libreville, parlons à présent de sport. Les Panthères du Gabon se sont inclinés cette fois-ci face aux champions d'Afrique 2012, les Chipolo de Zambie sur la marque d'un but à 0 en match amical. Une contre-performance qui laisse le 12e homme sans voix. C'est ce que nous rapporte ici Mosconi Ngonba dans ce reportage. Certains n'y croient plus et refusent de s'exprimer. Les verts jaunes et bleus déçoivent et produisent un jeu contre-productif qui n'influencera aucune équipe inférieure au Gabon. Face au Burundi samedi dernier,
La défaite était au bout du tunnel. L'équipe gabonaise pourtant étoffée dans tous les secteurs de jeu, avec des joueurs de qualité évoluant pour la quasi-totalité en Europe. Cette équipe se doit obligation de résultats satisfaisants. Des résultats qui tardent à arriver et qui font les choux gras des supporters qui perdent patience et ne croient plus à la volonté personnelle de chaque joueur à mouiller le maillot. En attendant d'affronter la Zambie en amical, certains compatriotes ont encore espoir de voir les Panthères sortir la tête de l'eau face à cette équipe. Écoutez, moi personnellement, je garde espoir. Voilà, je garde espoir pour la prochaine tentative. Certainement, nous ferons plus d'efforts et la chance sera de l'autre côté. De tels commentaires, on y croit jusqu'au bout, avant l'inévitable retour à la réalité. D'un magnifique enroulé du pied gauche de l'attaquant zambien, Bite Kimoto constate les dégâts. Malgré les assauts des Gabonais dans le camp adverse, aucune tentative n'a été productive. José Antonio Camacho comprend qu'il a raisonnablement échoué et reste impuissant face à la qualité de jeu que lui proposent ces joueurs qui, humblement, doivent reconnaître que la Zambie a été forte et mérite sa victoire. En sport, nous y restons. La prestation du 11 national lors de ces 2 dernières sorties était au centre de la réunion qui a eu lieu ce jour entre le ministre en charge des sports et le bureau fédéral. L'avenir du sélectionneur José Antonio Camacho est désormais inscrit en pointillé. C'est ce qui ressort du reportage signé Euphrame Biogezo et Vitalis Kumba. La question n'est pas de faire tomber les têtes. La question est de réunir les meilleures conditions pour que l'équipe nationale se qualifie. Encore une fois, ne pas se qualifier pour le Cameroun à côté, ce serait une catastrophe. Et donc, ne pas se qualifier, ça signifierait que nous n'avons pas été capables de maintenir l'effort qui a été fait depuis des années. Et chacun sait que le gouvernement s'est employé à investir dans le football, parfois au détriment des autres disciplines sportives. Et donc, ne pas se qualifier, ce serait une catastrophe. Ça voudra dire que nous ne sommes pas bien employés, mais pire. Il y a donc une génération qui aura loupé la possibilité d'aller beaucoup plus loin que la génération de 1996. Et ça, ce n'est pas acceptable. Alain-Claude Lébizé, ministre des Sports, vient de tenir une réunion express avec le bureau fédéral, conduit par Pierre-Alain Mungengi. Les dysfonctionnements dont connaît le football national et les mauvais résultats enregistrés par les Panthères du Gabon, respectivement face au Burundi et à la Zambie, des contre-performances de trop qui nourrissent désormais des inquiétudes, non seulement du patron de ces départements ministériels, mais aussi du gouvernement tout entier. J'ai tenu à signifier à la FEGAFOOT la position du gouvernement. Nous ne sommes pas satisfaits du rendement, du rendu et des résultats de l'équipe nationale. Les plus hautes autorités, le gouvernement, l'opinion, personne aujourd'hui n'est satisfait. Il y a donc un vrai problème et j'ai tenu à le signifier à la FEGAFOOT pour 2 raisons. La première, c'est que la FEGAFOOT gère pour le compte de l'État l'équipe nationale. L'équipe nationale appartient à l'État. Elle représente l'État, elle représente la nation. Le vert jaune bleu que porte l'équipe nationale engage la nation tout entière et la manière de porter ce vert jaune bleu aujourd'hui pose problème. Donc nous l'avons signifié à la fédération. On peut ne pas gagner un match. La question, c'est la manière avec laquelle on perd ce match. On peut ne pas gagner le match. La question, c'est de constater que le Gabon ne gagne plus. Et on ne peut pas continuer ainsi. Donc, nous ne sommes pas satisfaits. Ceci concerne la position du gouvernement vis-à-vis de la fédération, parce que la fédération est l'employeur de tout le staff autour de l'équipe nationale. Souvent, on demande au gouvernement de réunir les conditions les plus appropriées pour une meilleure performance. C'est ce que nous avons fait. Malgré un contexte de crise, nous nous sommes employés par le biais notamment du Trésor public, du fonds, pour que nous parvenions avec les joueurs dans les meilleures conditions. Cela a été fait. 2 contre-performances au goût amer imputées à la bande dirigée par Pierre-Alain Mungengi. Jamais le football gabonais n'est resté aussi longtemps au creux de la vague. Le 11 national dispose d'un groupe talentueux dont son utilisation pose problème. La relève est très peu assurée. Des compétitions des jeunes ne s'y tiennent presque pas.
La direction technique, poste pourtant réservé aux nationaux, se trouve dans les mains d'un expatrié. Idem pour la sélection A, qu'a-t-on fait des techniciens locaux? À l'exemple de Claude Bruno, l'expertise locale, bien qu'avérée, est mise en mal par des décideurs. Le match nul face au Burundi est une grande performance, ça s'assimile à une défaite. Mais pire encore, le match amical face à la Zambie, qui aurait pu être le match de rattrapage par rapport à ce public venu, malgré la défaite face au Burundi, je suis désolé, ça ne marche pas. Et lorsque ça ne marche pas, il faut tirer les conséquences. Aujourd'hui, la fédération doit tirer les conséquences et le gouvernement l'a signifié à la fédération. La double confrontation des nôtres face au Soudan du Sud, en novembre prochain, devrait situer le peuple gabonais sur la suite des événements. Pierre-Alain Mungengi, président de la Fédération gabonaise de football, est revenu sur les contre-performances du 11 national, mais aussi sur l'avenir du sélectionneur. Il est au micro de Frem Yogezo face à la caméra de Vitalis Kumba. Donc, le ministre nous a convoqué ce matin, nous a invité à une réunion ce matin pour examiner la situation globale de notre qualification pour la CAN 2019. Et cette qualification passe naturellement par les matchs éliminatoires auxquels nous sommes engagés. Et le constat, comme vous venez de le dire, les deux matchs que nous avons livrés ici à Libreville, à savoir le match officiel contre Burundi et le match amical hier contre la Zambie, ne nous donne pas tout à fait satisfaction du tout, parce que le match nul est synonyme pour nous d'une défaite à la maison. Et l'objectif que nous avons aujourd'hui, c'est de qualifier notre équipe pour la CAN 2019. Et cet objectif, dans le contexte actuel, semble nous échapper. Quand je parle de contexte, nous parlons des deux matchs d'hier, mais il faut remonter à depuis l'arrivée de notre sélectionneur national, à savoir M. Camacho, qui ne fait que aligner de contre-performances et des contre-performances qui ne nous donne pas du tout un espoir de qualification. Est-ce qu'on peut dire à ce niveau que les têtes vont tomber? Écoutez, je pense que le football a des principes. Le football a des principes. Il y a des grands entraîneurs. Naturellement, M. Camacho doit être aussi un grand entraîneur. Si les Mourinho, les Guardiola changent les clubs, parce que les résultats ne sont pas ceux attendus par les clubs qui les emploient, c'est pas parce qu'ils sont mauvais, mais c'est parce qu'il faut un déclic à toute chose. Et nous pensons que M. Camacho, aujourd'hui, n'est plus l'homme de la situation, ou n'est pas l'homme de la situation pour le football, pour notre équipe nationale. Je vais discuter avec lui franchement pour que nous tombions d'accord sur certaines choses et préparer l'avenir de notre équipe nationale, notamment pour les futurs matchs qualificatifs à la CAN 2019. Information exclusive, nous apprenons à l'instant la destitution du coach José Antonio Camacho par la Fédération gabonaise de football. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'informations plus en détail. Et avant de nous quitter, votre rubrique Expression libre, voici la question qui vous a été posée. Comment appelle-t-on celui qui tue son père ou sa mère? Élément de réponse au micro d'Otman Aldo Mabunda face à la caméra de Vitalis Kumba. C'est un maudit, c'est un criminel et c'est un maudit. Oui. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est un criminel, il mérite aussi d'être tué. Un assassin, il n'est pas normal, c'est fou. C'est un meurtrier. Comment on appelle celui qui tue son père ou sa mère? Mais c'est un criminel, c'est un malheureux criminel, c'est pas ce qu'il fait. C'est très grave. Je ne sais pas s'il y a un adjectif particulier pour qualifier ce genre de choses, mais je crois que c'est abominable, quoi. Oui, c'est un assassin. Celui qui tue son père et sa mère, c'est un assassin. Pardon, je ne sais pas. Maman, aucune idée. D'accord, merci. Homicide, hein? C'est un homicide, un partis. Homicide. Un criminel? Un assassin. Un meurtrier. Un criminel, vraiment. Celui qui tue son père ou sa mère. Vraiment, lui là. Sa sentence, c'est grave, parce que même la Bible parle de ça.
Aucune bonne réponse pour cela qu'il ignorait. Celui qui tue son père ou sa mère pratique un parricide. C'est sur cette note que se referme cette édition d'information. Les cadres étaient assurés par Bertrand Koumileka, la réalisation l'incontournable David Mitola. Prochain rendez-vous de l'actualité demain 7h, 12h30 et 19h30. Merci de nous avoir suivis et surtout bonne nuit chez vous.